Merci infiniment, Alain. Merci d'avoir invité la tribu et merci de m'avoir compté parmi les membres de cette tribu. Alain Mabankou nous a posé la question suivante, penser l'Afrique, penser en Afrique, et mon propos consistera à donner la réponse suivante à la question d'Alain Mabankou. Penser l'Afrique, c'est penser de langue à langue. Et c'est ce propos que je vais essayer maintenant d'illustrer. Et pour ce faire, je vais commencer en évoquant ce qui est le premier texte théorique de Léopold Sédar Senghor, qui est la publication d'une conférence publique qu'il a donnée en 1937 à la Chambre de commerce de Dakar et qui est reproduite dans le premier volume de sa série des libertés sous le titre « Le problème culturel en Afrique occidentale française ». 1937, c'est donc 2 ans avant 1939, ce qui est une tautologie totale, mais la raison pour laquelle je vous propose cette tautologie, c'est que 1939, c'est la date de publication du texte dont on pense qu'il est l'alpha et l'oméga de la pensée senghorienne, le texte qui s'intitule « Ce que l'homme noir apporte », parce que c'est dans « Ce que l'homme noir apporte », évidemment, qu'il a la fameuse parole malheureuse « L'émotion est nègre comme la raison est hellène », rien que pour avoir le plaisir de faire un alexandrin. Les critiques se focalisent sur ce texte-là, en pensant que c'est le début et peut-être la fin du propos senghorien. Il n'en est rien. Il commence en 1937, sa première publication philosophique, et ce qu'il dit dans cette conférence de 1937, c'est que l'homme nouveau, il utilise ici une expression du philosophe de la Harlem Renaissance, Alain Locke, l'homme nouveau doit être bilingue, et je traduis, c'est-à-dire vivre et penser dans plus d'une langue, également en français et en bambara, en français et en sérère, en anglais et en wolof, etc. Et quand je dis il faut vivre et penser également dans plusieurs langues, également, c'est l'équivalence établie par le poète entre la langue impériale et les langues qu'on appelait alors vernaculaires. Et cette équivalence qu'il a établie en 1937 a rendu perplexe le public qui était venu l'écouter, et d'abord l'establishment colonial, qui ne l'avait invité, lui qui était devenu 2 ans avant cette date, l'agrégé de grammaire, qui ne l'avait invité donc à donner cette conférence que pour l'entendre chanter les louanges de la langue française, plutôt que de mettre celle-ci sur un pied d'égalité avec les parlers des sujets coloniaux. Bref, on l'avait invité pour qu'il fasse briller la langue et qu'il soit l'illustration de la mission civilisatrice. On lui demandait en gros de parler de ce qu'il voulait, de faire un propos d'inauguration de chrysanthème, comme on dit, pourvu qu'il mit là-dedans quelques subjonctifs imparfaits et qu'il parlât un petit peu latin pour bien faire briller le propos. Au lieu de cela, il a tenu un discours construit sur ce que signifie pour un être humain être bilingue, être capable de se décentrer d'une langue à l'autre, être capable, comme je le disais, de penser de langue à langue. Il faut bien se rendre compte d'une chose, la raison pour laquelle l'establishment était assez troublé, c'est que normalement, l'espace colonial, par définition, n'est pas un espace de réciprocité. En général, ça ne l'est pas, et pour ce qui concerne les langues en particulier. Une langue impériale s'y pose comme étant le logos incarné, et les idiomes locaux y ont à peine un statut de langage. Le propos de Senghor, et il faut se rappeler qu'à l'époque, il envisageait de faire une thèse sur les langues africaines, consistait donc de facto, peut-être même au-delà de la revendication explicitement formulée, d'une part à établir une comparaison, c'est-à-dire une équivalence, entre langue impériale et langue indigène, et d'autre part à proclamer la valeur d'un humain qui aura appris à être bilingue, c'est-à-dire à cultiver la capacité de se décentrer, comme je disais tout à l'heure, de voir les choses à partir de plus d'une perspective, à partir de plus d'une langue. Et c'est cela que j'appelle penser de langue à langue. Je préfère cette formulation « penser de langue à langue »
à l'idée de penser entre les langues, car comme il est dit par un personnage des Bouts de bois de Dieu de Ousmane Sembène, il n'y a pas de lieu intermédiaire, il n'y a pas de langue intermédiaire. Et c'est à ce propos d'ailleurs de ce personnage de Sembène que fait écho Ngugi wa Thiong'o quand il écrit que la langue des langues, c'est la traduction. Propos qui sera repris plus tard par Umberto Eco, qui, comme vous le savez, a déclaré de manière fameuse que la langue de l'Europe serait la traduction. Et je voudrais ici soutenir que penser de langue à langue est la condition pour le développement de la pensée philosophique en Afrique et d'ailleurs de la pensée philosophique partout. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait quelque spécificité africaine que ce soit en la matière. Notre époque a appris aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle de ce mot que je n'aime pas beaucoup, mais enfin qui définit notre époque, de décolonial ou postcolonial. Je n'ai jamais su faire la différence entre tous ces termes qui s'inventent et qui fleurissent. Notre époque a donc appris qu'aucune langue n'est le logos incarné, qu'une langue est toujours une inter pares, une langue parmi d'autres. Et nous nous sommes avisés de ce que nous philosophons toujours dans une langue donnée, faite de mots qui nous inclinent à penser selon une certaine pente, non pas qui nécessitent, mais qui nous inclinent. Et on associe cette conscience que la philosophie est d'abord philologie au philosophe Nietzsche, mais on la retrouve bien avant. On la retrouve, par exemple, lorsque le philosophe Condorcet critique un argument de Malebranche, en rappelant à ce dernier que son propos repose tout entier sur le fait qu'en français, le mot « droit » s'emploie à la fois dans se mouvoir en ligne droite et dans se comporter de manière droite, c'est-à-dire à la fois une signification physique, être droit, et une signification morale, se comporter droitement. Que serait votre argument, demande Condorcet à Malebranche, si vous pensiez et vous écriviez dans une autre langue qui ne ferait pas usage de la même manière du mot « droit » ? C'est une question très profonde. Demandez à un philosophe que serait votre argument si vous pensiez dans une autre langue. Se demander ce que mon argument doit à la langue dans laquelle il se déroule est une manière de voir l'intérêt qu'il y a de penser de langue à langue, d'une langue l'autre. Quand Édouard Glissant déclare « J'écris en présence de toutes les langues du monde », c'est de cette manière que l'on peut comprendre son propos. Il parle non pas bien entendu de la présence actuelle de toutes les langues humaines, mais simplement de la conscience de ce que la langue dans laquelle j'écris est la réalisation d'un possible entre une infinité d'autres possibles et que les concepts que j'emploie sont d'abord les mots d'une langue qui est une langue entre toutes les langues. Une fois que j'ai dit cela et que j'ai donc, j'espère, illustré la thèse que je voudrais présenter et proposer à notre conversation, je voudrais quand même distinguer cette position qui est la mienne, d'une démarche qui serait séparatiste et relativiste. Pour moi, penser de langue à langue, ce n'est justement pas penser en s'enfermant dans le particulier d'une langue, ce que j'appellerais la tentation du philosophe rwandais Kagame chez les philosophes africains. Le philosophe Kagame est en effet celui qui, en 1956, dans un livre intitulé « La philosophie bantoue rwandaise de l'être », a attiré l'attention sur ce que les catégories philosophiques d'Aristote devaient à la langue grecque, la question de l'être étant avant tout la question des manières d'employer le verbe « être ». La date 1956 indique que c'est bien avant un article dans la même direction d'Émile Benveniste, écrit en 1958 donc, et intitulé « Catégorie de langue, catégorie de pensée ». Le linguiste français, qui compare, au sens encore une fois d'égaliser, de créer une réciprocité, le grec et les langues à copule à l'éwe, est d'accord avec le philosophe rwandais pour dire que ce qui se présente dans les catégories comme grammaire universelle de la pensée
doit d'abord être examinée comme étant en premier lieu la simple grammaire du grec. Kagame en tire une conséquence relativiste et séparatiste. Pour lui, penser philosophiquement dans les langues africaines, c'est mener une démarche analogue et parallèle d'exhumation de catégories qui seraient proprement africaines. Donc il veut décalquer et décaler Aristote en disant, bien, si les catégories d'Aristote sont avant tout les catégories de la grammaire grecque, eh bien, dans ma langue bantoue, je vais essayer d'exhumer les catégories et penser philosophiquement selon ces catégories. Il est certainement important que la pensée philosophique en Afrique s'écrive aussi dans les différentes langues africaines et pas seulement en français, en anglais, en espagnol ou en portugais. Langue que je tiens aussi d'ailleurs pour des langues d'Afrique, que cela soit bien clair. Mais, pour suivre le propos de Ngugi, le remembrement de l'Afrique, qui est, il faut le noter, un intraduisible d'ailleurs, remembrement qu'utilise, la raison pour laquelle je parle de remembrement, c'est que remembering en anglais a l'avantage de signifier à la fois remembrer ce qui a été fragmenté et se souvenir. C'est donc ce que mon amie Barbara Cassin appellerait un intraduisible. Ce remembrement passe par là, par cet usage des langues, mais cela ne veut pas dire pour moi à chaque langue sa philosophie. Ce serait absurde. Au contraire, penser de langue à langue, c'est faire l'éloge de la traduction comme langue des langues, selon Ngugi et Umberto Eco. Ce qui me mène vers ma conclusion, qu'attend Alain Mwabankou, qui est serré par le temps. Contre le propos relativiste et séparatiste, je pense qu'il faut penser de manière plus riche. Penser non pas comme Kagame, mais penser comme le philosophe ghanéen Kwasi Wiredu. Kwasi Wiredu réfléchit à la définition par le philosophe logicien Tarski du concept de vérité. Et il décide de mettre la définition de Tarski à l'épreuve de la langue à Caen, de lui faire subir ce que le philosophe de la traduction Antoine Berman a appelé l'épreuve de l'étranger. Donc il ne s'agit pas seulement de dire on va philosopher en langue à Caen. Ce que Kwasi Wiredu dit, on va philosopher dans un va-et-vient entre l'akan et l'anglais. Et c'est cela, avoir une position qui consiste à penser de langue à langue et non pas avoir une position séparatiste. Ce faisant, on reconnaît qu'il y a bien entendu de l'intraduisible, que la communication d'une langue à une autre langue se fait toujours sur fond d'incompréhension et d'impossibilité de dire les choses pleinement comme elles sont dans une langue donnée. Je viens de donner d'ailleurs l'exemple de l'intraduisible « remembering ». Mais s'il y a de l'intraduisible, il y a aussi de la traduction. Cela se fait toujours sur fond d'intraduisibilité, mais cela se fait. Et c'est cela, me semble-t-il, la leçon qu'il faut tirer de la démarche de Kwasi Wiredu. Je conclus, je suis quelqu'un de très méfiant par rapport à tous les relativismes et à tous les séparatismes. Je ne crois pas en particulier à l'idée séparatiste d'épistémées différentes selon que l'on est en Afrique ou en Europe. Il y a bien entendu une théorie qui vient du Sud, une theory from the South, comme on dit les Komarov. Mais cette théorie ne cherchera pas nécessairement une spécificité africaine, et avec Alain, on se retrouve dans cette démarche-là. Elle fera simplement feu de tout bois, elle sera traduction, c'est-à-dire va-et-vient de langue à langue. Merci. Merci Souleymane. Je pense aussi que nous gardons à l'idée que cette pensée de la langue à la langue est une formulation qu'il faudrait retenir, et notamment avec la belle formule de Ngugi wa Thiong'o, la langue des langues, c'est la traduction.
Peut-être que nous sommes dans une ère où les traductions se brouillent parce que nous avons une philosophie qui est surtout pensée dans certaines langues, c'est-à-dire les langues des puissances qui sont les plus élevées, les anciennes puissances coloniales, et je suis heureux que vous ayez même intégré certaines de ces langues européennes parmi les langues africaines. On a toujours tendance à penser que le français est une langue française. Non, le français est une langue africaine. Donc on va aller peut-être dans ce sens et trouver un jour des philosophes français qui réfléchissent en lingala ou en wolof. Ça ferait plaisir à Liliane Kestelou, que je vois dans la salle ici. Mais pensez aussi, cette Afrique, ça peut se faire aussi par le biais de la littérature. Et c'est ce qui m'a amené ici, dans cette enceinte. C'est ce qui m'a amené aussi de demander les services de Lydie Moudileno, qui va nous entretenir tout à l'heure. Elle est diplômée de l'université de Berkeley, en Californie, c'est-à-dire dans l'État où je vis, dans l'État de Dominique Thomas. Lydie Moudileno est donc professeure de littérature française et de littérature comparée à l'université de Pennsylvanie, aux États-Unis. Elle dirige là-bas, d'ailleurs, le Centre d'études africaines, qu'elle le dirige depuis plusieurs années. Il faut d'ailleurs que je réponde à ses invitations. Chaque fois qu'elle me dit, il y a toujours quelque chose qui bloque. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages sur la littérature africaine et antillaise, dont un qui est devenu presque très incontournable, Parade postcoloniale, qu'elle avait publié en 2007 aux éditions Cartala. Aujourd'hui, elle va nous parler, son sujet s'intitule « Penser l'Afrique à travers la littérature ». Après la philosophie, voici la littérature avec Lydie Moudileno.